Ça, ce serait une chose. Je pense que si tu n'as pas de réseau au départ, prospecter ou en tout cas identifier des clients potentiels, c'est intéressant. En parallèle de ça, quand même préparer une petite machine inbound, parce que on est aussi là pour ça. Et donc un profil LinkedIn à jour, créer un média à sa manière. Bonjour Cédric. Salut Nathalie. Merci de nous accorder du temps pour parler de l'inbound marketing aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir dans les locaux de Number. Avec plaisir. Je te propose pour commencer de te présenter en quelques mots. Alors je suis Cédric Costa, je suis freelance en inbound marketing, on va y revenir. J'ai également un podcast sur le freelancing qui s'appelle Shortcut. Et on a cofondé avec mon associé Anne-Claire Duval récemment un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound. Et on a également lancé un podcast sur l'inbound marketing, dont je te reparlerai peut-être un peu plus tard. Super. J'ai hâte que tu m'expliques justement qu'est-ce que l'inbound marketing. Oui, donc l'inbound marketing, il y a plein de définitions, je pense que c'est important de le préciser. Sur une saison de podcast qu'on a lancée pour James Inbound, 10 invités, 10 réponses différentes. Pour moi, l'inbound marketing, c'est par opposition à l'outbound marketing, finalement le fait d'attirer des clients à soi et pas d'aller les chercher directement. Donc de créer par exemple du contenu qui apporte de la valeur pour faire en sorte que les clients arrivent vers nous et d'éviter tout ce qui va sortir, donc la prospection, faire des publicités payantes, ce genre de choses. Ok, très bien. Ça me semble plus clair. Pour continuer, je te propose d'aller un peu plus dans le détail et que tu puisses me parler des 5 piliers finalement de l'inbound marketing. Ouais, alors là encore, je le préciserai pas à chaque fois, mais il y a plusieurs manières de voir la chose. Nous, en gros, là, ce dont je vais te parler, donc les 5 piliers, c'est des piliers qu'on a définis nous avec James Inbound, à travers les accompagnements qu'on a pu faire pour des marques. Donc nous, notre métier, ça va être d'aider des boîtes à se développer, notamment à travers de la création de contenu. Ensuite, on va créer, par exemple, on va mettre en place un CRM, on va faire en sorte de chapeauter les relations entre sales et marketing, créer de la croissance, etc. Donc les 5 piliers, ça va être déjà d'avoir une stratégie de contenu qui tient la route. On parle souvent dans l'inbound marketing de phase d'achat, donc on va faire en sorte de parler à nos prospects au moment où ils sont le plus attentifs. Quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout, on va éviter directement de l'amener à la vente. Je vais pas te mal avec quelque chose, par exemple, à titre personnel que j'aime pas trop. Quand quelqu'un me propose par des messages automatisés d'avoir un rendez-vous avec moi demain à 14h pour me présenter son produit que je ne connais pas, cette personne je la connais pas non plus, pour moi c'est compliqué et déjà de base ça va un petit peu capoter. Donc on va faire en sorte avec la stratégie de contenu d'identifier un certain nombre de contenus qu'on va pouvoir créer qui vont apporter de la valeur, j'insiste là-dessus. Le but c'est de vendre, effectivement ça c'est le point d'arrivée, mais pour ce faire on a le droit de pas être simplement pushy, de pas être trop commercial et d'éduquer les gens en fait sur le chemin de la vente. Donc cette stratégie de contenu elle va permettre de se positionner en fonction de l'étape, la phase d'achat de notre prospect. Quelqu'un qui nous connaît pas du tout, on va plutôt chercher à l'éduquer, lui apporter de la valeur. Quelqu'un qui nous connaît déjà un peu plus, qui se demande s'il faut partir sur cette solution, on va pouvoir lui proposer des contenus un petit peu différents, de l'aider à comprendre avec des cas clients, avec des comparateurs, ce genre de choses, si notre service est mieux que les autres pour ce faire. Et ensuite, en phase d'achat, on va pouvoir lui proposer les classiques, une demande de démo, une demande de devis, d'être rappelé par un commercial, ce genre de choses. Tout ça, c'est la stratégie de contenu. Donc, on pose tout ça dans un premier temps pour se dire, est-ce qu'on a un parcours qui tient la route? Est-ce que ça fait sens au global d'avoir ces contenus-là? Les types de contenus, donc là on va passer dans le deuxième pilier qui va être la production de contenu. Donc là on a identifié à travers nos stratégies qu'on voulait faire par exemple un livre blanc, puis un webinar, et puis une infographie, et puis qu'on voulait derrière lancer un podcast, et puis qu'on voulait lancer un blog. Mais on va passer dans l'exécution et dans la production de ce contenu-là. Là je pense qu'après c'est chacun à sa manière, chacun comme il peut, comme il veut, seul ou accompagné avec des ressources internes ou en externalisant, ça dépend vraiment des boîtes qu'on accompagne. Troisième pilier, ça va être comment on fait en sorte que les personnes qui arrivent à travers ce contenu-là, on les connaisse et qu'on puisse continuer à interagir avec elles. Donc il y a tout un aspect marketing automation, CRM, qu'on aime bien nous mettre en place. On bosse beaucoup avec un outil qui s'appelle Pledzi, qui va permettre finalement, par exemple, quand tu proposes un livre blanc au téléchargement à tes prospects, il va y avoir un petit formulaire, ils vont rentrer leurs informations, et derrière on va récupérer ça nous dans notre outil. Et ça va nous permettre à la fois d'avoir des infos sur les prospects, de pouvoir commencer à mapper tout notre contenu pour envoyer les bons contenus au bon moment en fonction de l'évolution des prospects dans leur tunnel, enfin dans les phases d'achat, et de par exemple se dire que une personne qui a téléchargé ton premier livre blanc, peut-être que 5 jours plus tard, tu vas pouvoir leur envoyer une infographie sur un sujet similaire, ou un cas client, ou ce genre de choses, pour les faire évoluer en fait dans le parcours, et faire en sorte qu'au jour en fait, où ils ont téléchargé suffisamment de choses, où ils ont suffisamment connu la valeur des produits et des services que tu proposes, ce soit vachement plus facile pour un commercial de décrocher son téléphone et de parler à quelqu'un qui le connaît déjà, et où la vente a, dans un sens, quasiment déjà été un petit peu faite en amont. Et du coup, il y a un quatrième pilier dans son contenu. Donc le premier, c'est stratégie de contenu, production de contenu.
CRM. Et après, il y a tout un axe autour de l'alignement entre les équipes sales et les équipes marketing. Pourquoi ? Parce que si les équipes sales et marketing ne communiquent pas, les équipes marketing ne savent pas comment les commerciaux vendent, ne savent pas ce que les commerciaux recherchent, en fait, et comment c'est facile de leur faciliter la vie. Et à l'inverse, les commerciaux ne savent pas ce qui est en train d'être mis en place, et ils reçoivent potentiellement des gens où ils se disent « mais pourquoi vous m'envoyez telle personne alors que moi j'ai besoin de ça ?» Donc si les deux départements ne parlent pas, ne communiquent pas, ça va être extrêmement compliqué. Et donc pour moi, un des autres piliers de l'inbound, c'est que l'inbound implique de faire évoluer les prospects dans un tunnel pour les amener aux commerciaux. Et donc le marketing, en fait, et l'inbound marketing, ça va être le top of funnel, donc le haut du funnel, là où les commerciaux, ça va être en bas. Et il y a besoin des deux équipes pour amener un prospect jusqu'à la vente. Le marketing va se servir de ça, du contenu, etc., pour qualifier un petit peu les prospects. Et les sales vont être là pour closer les prospects finalement. Mais une équipe ne va pas sans l'autre dans notre stratégie, dans notre approche globale de l'inbound. Voilà, donc ça c'était sur le 4e pilier qui est les relations sales market. Et un dernier, c'est simplement, une fois que tu as fait tout ça, que c'est bien en place, nous c'est là qu'on commence à ouvrir les vannes en termes d'acquisition. Donc la partie un petit peu grosse, ce serait ça le 5e pilier. C'est comment tu fais en sorte de faire découvrir davantage ton contenu. Donc ça va être, là potentiellement il peut y avoir des mécaniques un peu plus outbound aussi, donc ça peut être faire de la publicité payante, des choses comme ça. Ça peut être, mais c'est toujours du coup au service de ton contenu, donc c'est un peu de l'outbound qui vient au service de l'inbound. Ça peut être des méthodes un peu de prospection, ça peut être aussi tout simplement des partenariats, ça peut être de prendre la parole sur des réseaux sociaux, de participer à des podcasts, à des webinars, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu la partie amplification, on va dire, au niveau des contenus qui ont été créés. Une fois que la machine est bien rodée, que les équipes se parlent bien, derrière on se dit ok, comment on fait maintenant qu'on sait qu'un lead qui arrive chez nous, il va pouvoir se scorer tranquillement, grandir, mûrir, comment on fait maintenant pour obtenir plus de leads à l'entrée. C'est très très clair, merci. Je te propose maintenant de parler un peu plus précisément finalement de l'inbound marketing pour les indépendants. Est-ce que finalement on retrouve les mêmes étapes ou il y a des particularités peut-être ? Oui, alors on peut effectivement retrouver le même type d'étapes. Je vais forcément, donc on a donné un peu un contexte général avec ce que nous on pouvait faire par exemple pour des entreprises. Je vais vous donner maintenant un cas particulier avec ce que je fais moi par exemple. Les 5 piliers, on va les retrouver finalement. La partie stratégie de contenu, il y a plein d'options. On va faire peut-être un petit panel des options, mais moi j'encouragerais forcément tous les indépendants pour se faire connaître à avoir un side project, donc un média, voilà, une newsletter, un podcast, un blog, une ligne éditoriale sur un réseau social, LinkedIn, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, qui vont accentuer un peu la découvrabilité et puis faire en sorte de vous faire connaître pour votre expertise et pour votre personnalité. Ça permet de gagner un temps fou sur la suite de son parcours. Donc ça, la partie brique 1, stratégie de contenu, c'est qu'est-ce que je peux faire, de quoi j'ai envie de parler, comment je vais m'y prendre. Ensuite, la brique 2, production de contenu, on s'y colle. Si on lance un podcast, on s'achète son petit micro, on se renseigne pour un bon montage. Si on sait une newsletter, on se renseigne sur les outils, est-ce qu'on va prendre tel outil. Et puis on s'y colle. La troisième partie, CRM. Alors là, pour le coup, ça sert pas à grand-chose, selon moi, d'avoir un CRM hyper garni quand on est indépendant. Par contre, la partie CRM, elle va forcément avoir un enjeu parce que, la partie CRM, en tout cas la manière dont on va traiter les leads qui rentrent. Donc quand on est indépendant, souvent, on va avoir différentes sources d'acquisition de leads. Ça va venir de notre contenu, mais ça va peut-être venir aussi de la présence qu'on a sur LinkedIn, mais aussi sur un Malte. Nous, par exemple, en tant que collectif de freelance aussi, avec Anne-Claire, on est sur Collective. Donc il y a des leads qui vont rentrer. On n'est pas obligé d'avoir ça dans un beau CRM. Par contre, avoir un petit fichier de suivi, par exemple, dans un premier temps, c'est suffisant avec les différentes étapes du parcours. On retrouve un peu ce qu'on peut avoir dans l'inbound un peu plus poussé pour des boîtes, mais call de découverte effectué, était intéressé, est-ce qu'on a fait une première partie de mission, par exemple en vendant une première prestation type workshop, nous c'est ce qu'on fait, moi c'est ce que je fais. Ensuite c'est un client, ensuite est-ce que c'est un client qui a duré, voilà, juste avoir une notion de parcours en fait dans un fichier Excel, nous c'est ce qu'on fait, moi c'est ce que je fais, d'avoir une notion des leads qui rentrent, de combien de fois ça marche, combien de fois ça marche pas, pour pouvoir aussi finalement apprendre de ses erreurs et se dire oh là là quand même, par exemple j'ai fait 20 calls de découverte où j'ai passé 20 fois 30 minutes à parler à des gens qui m'ont contacté sur Malte, sur LinkedIn, sur je ne sais quoi. Il n'y en a que 2 qui sont devenus clients. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça permet de s'interroger un petit peu. Donc finalement, on peut, à notre échelle, faire de l'inbound marketing, simplement peut-être un peu moins automatisé, mais avec ses propres moyens, et aller finalement se lancer, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, la partie inbound, pour moi, c'est vraiment faire venir les gens à soi. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance, et on le reprécisera après, mais
de pas avoir à prospecter. Parce que j'avais déjà un réseau, qu'ensuite j'ai eu un média qui m'a permis de me faire connaître pour mon expertise, des clients qui avaient été satisfaits au départ, qui m'en ont parlé. Donc en fait, j'ai pas eu besoin d'aller dire à des gens « Bonjour, je m'appelle Cédric, je fais de l'inbound, est-ce que vous voulez qu'on bosse ensemble? Je peux faire ça pour vous. » Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais une fois que tu en es là, ça veut dire que la partie inbound, c'est juste, je n'ai plus besoin d'aller chercher. C'est les gens qui viennent à moi, c'est eux qui vont me contacter. C'est eux qui vont me dire « Bonjour Cédric, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai besoin de ça, est-ce qu'on peut se parler pour voir si ça peut coller ou pas ?» C'est ça en fait aussi la partie inbound. Et pour en arriver là, je pense que la partie média elle est hyper importante. La partie de comprendre un petit peu comment tu vas pouvoir continuer à développer ton expertise et te faire connaître auprès de tes prospects, auprès de la bonne cible, ça va être un enjeu également. Et tu vois, donc cette partie CRM, c'est simplement, on va dire, d'avoir ta liste de leads avec les parcours. Mais ce qui est intéressant, ça va être ta phase 4, un peu qui est la phase relation sales market, donc dans le B2B. Pour nous, ça va simplement être en gros, comment je fais en sorte que quelqu'un qui me contacte, je le convertisse en client? Et quelles vont être mes étapes? Donc ça va passer par la case un petit peu packager ses offres, qu'est-ce que je vends exactement, à combien je le vends, quel va être mon process, est-ce que par exemple je fais des calls au départ de 2 heures et finalement j'ai quelqu'un qui va prendre toutes les infos et qui va choisir de partir avec un autre freelance et j'aurais perdu 2 heures. Moi par exemple ce que je fais, c'est je fais un call d'une demi-heure pour présenter un petit peu la manière dont je travaille. Derrière je vends un workshop de 2 heures pour poser une stratégie et pour poser en fait un plan d'action que je facture. Et après, on commence à bosser sur un modèle de tarif journalier, donc de TJM, rapporté à un mois. Et généralement, on est sur des accompagnements qui durent entre 2 et 3 mois, à raison de 1 à 2 jours par semaine. Voilà, donc ça c'était le fruit de nombreuses réflexions au départ. Au tout début, on me contactait, on me disait j'ai tant pour faire ça, je disais ok, voilà. Et depuis, j'ai appris et puis apprendre. Donc à travers ce fameux pilier relation sales market, ça va être aussi de comprendre que peut-être tel type de client en fait il m'intéresse pas. Soit parce que c'est quelque chose de très personnel, je sais pas, c'est quelqu'un qui est mal poli ou que j'ai repéré que potentiellement il y avait un problème, je sais pas, de budget. Ça peut être un problème d'industrie, de secteur. Nous par exemple, on fait que du B2B. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie, une boîte qui fait du e-commerce, ça va moins, sur du B2C e-commerce, ça va moins nous intéresser, parce qu'on connaît bien la théorie, mais que c'est moins intéressant de faire de l'inbound peut-être pour des boîtes comme ça. Là où à l'inverse, quand il y a des cycles longs, qu'on est par exemple dans des boîtes un peu tech, start-up, des SaaS, des choses comme ça, là, on peut vraiment faire des belles choses. Donc ça permet un petit peu d'affiner son persona, de définir un petit peu son client idéal, et ça se fait à travers l'expérience. En fait, on peut très bien se dire quand on se lance, je pense que mon client idéal c'est ça. La réalité, c'est que tant que t'as pas fait quelques missions, tu sais pas trop. Moi, avant de savoir exactement qui était mon client idéal, j'ai fait pas mal de missions qui étaient plus ou moins cool, on va dire. Enfin, forcément, il y a des certaines missions où c'est moins sympa, où ça paye moins bien, où c'est plus galère, où voilà. Ça après, c'est avec l'expérience que t'apprends un petit peu tout ça. Justement, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, si demain tu devais redémarrer finalement, te relancer en freelance, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu ferais les choses? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 cas de figure à distinguer. Moi, j'ai eu la chance, en me lançant, d'avoir déjà fait 5-6 ans dans des startups avant. Donc j'avais déjà un petit réseau. Mes premières missions, je les ai trouvées comme ça. Donc c'était facile, et c'est facile pour moi aujourd'hui de dire inbound, pas besoin de chercher des clients, parce que j'avais déjà ça. Première mission a généré des bons retours, et ça s'est enchaîné comme ça. Puis vu que moi j'ai pas une bande passante infinie, je suis sur des clients où je vais prendre 2-3 jours par semaine sur des périodes de 2-3 mois. En fait, il n'y a pas un turnover de dingue au niveau des clients. Donc ça c'est un premier truc. Deuxième truc, c'est si par contre tu n'as pas ce réseau-là, tu n'as pas du tout de premier client, tu te lances par exemple en sortant de tes études, donc tu as en plus peut-être un défaut de crédibilité, en tout cas perçu de la part des prospects que tu vas avoir, là peut-être qu'il va falloir commencer à faire pour le coup un petit peu d'outbound et donc d'aller un peu prospecter, d'identifier par exemple 10 boîtes avec lesquelles tu as envie de travailler. Moi c'est ce que je ferais demain, si je recommençais sans réseau, je identifierais 10 boîtes dans lesquelles j'ai envie de travailler, je proposerais une offre qui me paraît cohérente sur mon secteur d'activité, donc moi c'est sur le marketing. Je regarderai un petit peu ce que les personnes font, je leur dirai tiens, moi je pense que je pourrais t'aider sur ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un trou dans la raquette, dans votre strat à ce niveau-là. Quitte à passer un petit peu de temps pour montrer bien la valeur que tu peux apporter à ces personnes-là. Puis voilà, j'enverrai 10 messages à 10 boîtes qui me plaisent, avec un problème potentiel qu'ils ont et qu'ils ont peut-être même pas identifié, et une solution. Et ensuite pour leur proposer peut-être d'en discuter, puis de voir si on peut démarrer. Ça, ce serait une chose. Je pense que si tu n'as pas de réseau au départ, prospecter ou en tout cas identifier des clients potentiels, c'est intéressant. En parallèle de ça, quand même préparer une petite machine inbound, parce que on est aussi là pour ça. Et donc un profil LinkedIn à jour, créer un média à sa manière. C'est pas forcément un truc énorme, mais je disais tout à l'heure, blog, podcast, newsletter, ne serait-ce que prendre la parole, par exemple sur LinkedIn, autour de son expertise.
autour par exemple de sa vie de freelance également, se faire connaître progressivement, rencontrer d'autres freelances. Voilà, et puis derrière, je pense que déjà en faisant ça, on est pas mal. Avoir un profil Malte ou collective ou haute plateforme bien à jour et faire passer absolument. Je pense que pour le départ, pour moi c'était hyper important au début et je referai exactement pareil. D'avoir très vite une première mission avec 5 étoiles, parce que si t'en as une mission avec 1 étoile, ça va être compliqué. Mais voilà, d'avoir en gros les petites étoiles pour la preuve sociale. Et je pense que si tu fais ça derrière, en continuant à bien bosser, en continuant en répétant là-dessus, donc quand j'ai plus de clients, soit je peux en prendre d'autres naturellement, parce qu'il y en a qui arrivent facilement, je les prends. Sinon, je reprospecte un petit peu, je retrouve 5 boîtes et je refais la même chose qu'au départ. Et j'itère, jusqu'à avoir un certain nombre de recommandations hyper favorables sur un Malte, par exemple. Là, tu as plein de missions qui vont tomber naturellement, plein de prospects qui vont te contacter. Commencer à mettre un petit peu la brique relation sales market entre soi-même pour se dire maintenant que je commence à avoir de l'expérience, je sais que là j'ai envie de prendre, là j'ai pas envie de prendre. Et voilà, poursuivre comme ça. Donc pour poser ces bonnes briques-là, si je devais donner les 3 points, c'est proposer à 10 clients une prestation, en parallèle créer profil Malte, LinkedIn, une partie média. Et puis le 3e point, je t'ai dit quoi, et puis avoir des premières recommandations et faire passer peut-être un de tes premiers clients pour avoir rapidement une recommandation en fait visible de tout le monde pour la crédibilité. Super. Et merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors sur LinkedIn, donc Cédric Costa. Si vous voulez écouter ce podcast sur le freelancing, ça s'appelle Shortcut Podcast. On peut le voir sur ton t-shirt. On peut le voir sur mon t-shirt. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut le voir sur le t-shirt. Et podcast sur l'inbound marketing, du coup, s'appelle James Inbound. Donc en tapant soit Shortcut Podcast d'un côté, soit James Inbound de l'autre, vous allez pouvoir trouver un petit peu plus de détails sur tout ça. Puis sinon sur LinkedIn, Cédric Costa, on peut m'écrire, me contacter. Il n'y a aucun problème pour ça.